Nous allons nous déplacer maintenant. Voilà, on va se déplacer et d'abord donc à pied avec nos intervenants pour repenser les transports et la mobilité. Robin Chaise, rejoignez-nous. Anne Varret, Marie-Catherine Baudou, Jean-Jacques Thomas, Marc Duval d'Estaing et Thomas Olivier, s'il vous plaît. Et on rajoute une chaise. Voilà. Anne Varret pour l'ADEME. Robin Chaise, américaine, présidente de Buscar. Nous avons Marie-Catherine Baudou, qui est directrice de Mobility Lab Veolia Transdev. Jean-Jacques Thomas, nous associé aussi, directeur scientifique à la SNCF. Marc Duval d'Estaing, directeur de recherche ingénierie avancée chez PSA. Et enfin Thomas Olivier, qui va nous donner donc le regard des assureurs, responsable d'intelligence économique au sein de la MAIF. Alors, repenser les transports et la mobilité. Nous bougeons dans tous les sens, les uns les autres, c'est formidable. Alors qu'il est d'ailleurs, il y a 500 000 personnes qui sont en l'air en permanence. Lorsque vous êtes aujourd'hui, vous avez 500 000 personnes qui tournent autour de la Terre tout le temps. Anne Varret, je vous en prie, donc pour directrice recherche et prospective à l'ADEME. Donc replacez-nous s'il vous plaît le débat repenser les transports et la mobilité. Oui, bonjour. Je veux bien les slides, s'il vous plaît. Donc, pour introduire cette table ronde, peut-être remettre un... Ça va venir. D'accord. Oui, pour le premier. Voilà. Redonner des éléments de contexte. Alors, c'est pas du tout la première diapo. Alors, laquelle voulez-vous? On va repenser, transport... Voilà. Oui. Bon, merci. Facteur 4, facteur 2, ça semble bon. Voilà. Des éléments de contexte. Donc, en 2007, les émissions de CO2 imputées au transport routier en France ont été évaluées à 128 millions de tonnes, soit environ 32% des émissions. Donc, on voit la part importante que représente le transport et le rôle qu'il va jouer et va devoir jouer pour arriver à atteindre l'objectif ambitieux du facteur 4 de réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Pour revenir un petit peu sur l'historique, je vous propose d'abord de voir un petit peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant, donc sur les véhicules thermiques, les véhicules que l'on utilise encore aujourd'hui tous les jours, discuter un peu des alternatives et puis on discutera de la prospective et comment on peut imaginer le futur et nos futures modalités de déplacement. Alors, les travaux de recherche sur les véhicules thermiques remontent au-delà de 20 ans. Il y a quand même eu beaucoup de travaux de faits. L'ADEME y a participé avec le programme Véhicules propres et économes en participant au Prédit. On peut noter des avancées majeures comme le filtre à particules ou le stop and start. Et finalement, on peut être relativement fier puisqu'en 2010, la France est donc deuxième derrière le Portugal avec une moyenne de 130 grammes par kilomètre de CO2 émis. Et des travaux qui ont permis une réduction drastique des émissions de particules pour les véhicules particuliers diesel. Alors c'est bien. Ce matin, il a été dit qu'on allait continuer à utiliser les véhicules thermiques largement. Donc il va peut-être falloir continuer à faire des efforts. Et on a des horizons qui se dessinent, notamment en 2015, avec des réglementations qui vont devoir amener les constructeurs automobiles à avoir un niveau d'émission moyen de 120 grammes par kilomètre et qui devrait être de 95 grammes en 2020. Donc ça représente un besoin en innovation important. D'autre part, il va y avoir des réglementations sur les NOx, donc et avec une nécessité de réduction drastique de ces oxydes d'azote qui sont polluants et qui affectent la santé. Donc il reste des travaux à faire. D'autant que là, on parle d'émissions moyennes et que dans certains pays, il y aura des niveaux maximums qui seront obligatoires. Et on est sur un marché mondial, donc il va falloir que les constructeurs puissent répondre à ce marché mondial. Il faut donc continuer à travailler sur les chaînes de traction. Donc réduire la cylindrée des moteurs, améliorer la thermique des moteurs. Alors si vous avez eu le temps ou si vous avez le temps tout à l'heure d'aller faire un tour, on a quelques jolis projets du fonds démonstrateur qui évoquent ça. Donc là dans ce cadre-là, notamment le projet MCE5 Flower. Enfin, il va falloir aussi travailler un petit peu sur ce que j'appellerais l'éco-conduite.
Donc typiquement des boîtes de vitesse pilotées qui, à votre place, décideront du moment où il faudra passer telle ou telle vitesse pour réduire les émissions et la consommation d'énergie. D'autre part, les gains qui ont été faits énergétiques et sur les émissions de CO2 ne se sont pas forcément traduits par des bénéfices toujours très importants, puisqu'il y a eu une augmentation du poids des véhicules, notamment pour aller plus loin dans la sécurité, et puis de plus en plus d'éléments de confort. Vous avez des sièges électriques, des sièges chauffants, voilà. Donc il y a un réel travail qui reste à faire sur l'allègement du véhicule, au-delà des moteurs. Nos voitures sont devenues obèses, il faut le dire. Voilà. Oui. Donc avec des travaux qui restent à faire donc, sur les matériaux. Comment continuer à avoir une sécurité et un certain confort tout en ayant des matériaux moins lourds, et puis surtout commencer à travailler sur la compacité et à réduire les dimensions. Enfin, une autre réflexion, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est de réfléchir à travailler sur des véhicules qui auraient des usages spécifiques. Quand on circule en ville, notamment tous les jours, on n'a peut-être pas forcément besoin d'une voiture qui fait 4 mètres de long. Et donc de s'orienter vers des petits véhicules dédiés à l'urbain. Là encore, vous avez des exemples qui sont à l'extérieur, là, dès que vous sortez à droite, tels que le projet VELV ou le projet Cathode, qui illustrent ce qu'on a pu financer dans le cadre du fonds démonstrateur, mais il faudra aller plus loin. Alors, il y a quand même des alternatives qui se dessinent. Donc, les biocarburants, vous en avez tous entendu parler. Ceci dit, donc, dans un certain nombre de scénarios, les biocarburants n'atteindront au mieux que 23% des carburants en 2050. Ça, c'est le scénario Blue Map. D'autre part, il y a certaines incertitudes sur les coûts de production. Et vous savez qu'il y a des risques de concurrence entre usages. Pour produire des biocarburants, il faut de la biomasse. Et le prix de la tortilla mexicaine a explosé à cause des agrocarburants, effectivement, au Mexique. Donc il y a des enjeux qui vont bien au-delà des transports, et donc on n'atteindra certainement pas plus que les 23% annoncés. Enfin, il y a un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est donc le véhicule électrique. Alors il y a pas mal de questions qui se posent. Est-ce qu'on sera à 1 ou à 4 millions de véhicules électriques en France en 2020 ? Il reste quand même un certain nombre de questions. La gestion de la pointe, c'est-à-dire que si on en a parlé un petit peu, si on recharge tous notre véhicule électrique en même temps, il risque d'y avoir quelques difficultés. D'autre part, il faudrait que la charge du véhicule soit un peu intelligente, c'est-à-dire qu'elle soit lente en période creuse, qu'on utilise de l'électricité décarbonée. D'autre part, il reste des travaux à faire sur la réduction de la consommation électrique de ces véhicules électriques. Et enfin, on le sait, une des difficultés, c'est l'autonomie limitée de ces véhicules. Alors aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en cours pour prolonger l'autonomie de ces véhicules électriques. Donc il y en a qui pensent à intégrer des piles à combustible. Et puis il y a des travaux et des véhicules qui sortent sur le marché aujourd'hui, qui sont les véhicules hybrides. Donc tout ça, ce sont des solutions qui émergent, qui méritent de continuer à évoluer. L'innovation doit aller plus loin. Et ça nous amène dans des nouvelles réflexions, dans le sens où le véhicule hybride, on le voit, va être un véhicule qui va être électrique en ville, va devenir thermique et donc repartir sur un moteur classique sur des longs trajets. Et on peut imaginer, au regard de ce que je vous ai dit sur les petits véhicules urbains, qu'à terme, ces voitures hybrides seront dédiées avec le train au long trajet et qu'en ville, on va être sur des transports en commun, du petit véhicule électrique, de la marche, du vélo, voire du véhicule électrique. Alors, c'est vraiment petit à petit une reconception des modes de déplacement qui est en train de se dessiner. Et si on veut vraiment aller vers une amélioration de la consommation énergétique dans les transports, il faut vraiment qu'on repense nos modes de déplacement et qu'on les reconsidère complètement. Il y a des réflexions prospectives qui ont été menées par l'ADEME. Je crois que vous avez vu le petit film ce matin qui vous a expliqué ce que c'était que les feuilles de route. Et notamment, il y a une feuille de route qui est dédiée à la mobilité quotidienne. Les experts qui ont travaillé dans cette feuille de route ont identifié sur la mobilité 2 paramètres clés.
un paramètre qui concerne la mobilité en propriété ou la mobilité en partage. C'est-à-dire, est-ce que demain, on va continuer à posséder tous, je dirais 2, parfois 3 voitures ? C'est une question qui se pose, et peut-être faudra-t-il imaginer plus être sur de l'autopartage, donc un partage de voitures, on partage une voiture à plusieurs, pourquoi pas. Alors ça pose, on y reviendra, des questions d'assurance évidemment. Il faut faciliter le covoiturage, et tout ça existe aujourd'hui. On a quelques expérimentations, mais il y a une vraie question qui se pose sur la rentabilité de ces formules. Il va vraiment falloir réfléchir à l'innovation en termes de modèle d'affaires, et on y reviendra également. Un autre paramètre clé de la réflexion sur la mobilité quotidienne est l'interopérabilité des modes de transport. Alors qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est pouvoir rapidement, simplement, facilement changer d'un transport à l'autre. Alors aujourd'hui, moi je l'utilise régulièrement, hein, je dois me déplacer d'un point A à un point B. Vous allez sur le site, je ne fais pas de pub, de la RATP, voilà, on vous donne un trajet optimisé en fonction des moyens de la RATP qui, quand vous avez de la chance, vous explique qu'effectivement il y a peut-être eu un incident voyageur et que donc il faut peut-être que vous modifiez le trajet qu'il vous propose initialement. Je crois que demain, l'enjeu, ça va vraiment être de faciliter tout ça, et que peut-être notre téléphone, notre smartphone nous dise, pour aller du point A au point B, il faut peut-être commencer par un vélo, après prendre une voiture en autopartage et finir à pied. Et surtout, que ce soit simple, c'est-à-dire que quelque part nos téléphones nous permettent de payer tout ça, et qu'on n'ait pas à chaque fois à sortir soit de la monnaie, soit des cartes différentes, etc. etc. Donc vraiment, on imagine, si on avait ces voies de facilité, le potentiel qu'il y a. Alors qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose qu'il y ait un certain travail sur les technologies, donc on y revient, avec les technologies de l'information et de la communication. Donc il va falloir qu'il y ait sans doute un partage plus important des données aujourd'hui, puisque pour pouvoir avoir des éléments d'information sur est-ce que la voiture que je dois prendre en autopartage, qui est électrique, est en train de se recharger ou pas, etc., ça suppose qu'il y a un grand nombre de données qui soient mises en partage, et surtout qui soient gérées et coordonnées. Donc là, il y a un gros travail technologique à faire. Et puis sans doute, il y a un petit peu une révolution culturelle et organisationnelle. Aujourd'hui, on parle de cela, mais finalement, on est peut-être tous contents d'avoir sa voiture, son vélo, et on n'est pas forcément dans une dynamique de partage et de mutualisation, ni forcément sur la notion d'achat de l'usage. Et c'est sans doute vers ça qu'il va falloir tendre. Alors, il semble, et sans doute, alors excusez-moi pour les chiffres, que cette dynamique va sans doute venir des nouvelles générations, puisque là on le voit, donc c'est 44% des jeunes japonais qui considèrent que la voiture est un simple moyen de transport. Et chiffre marquant pour moi, 84% des Allemands entre 14 et 29 ans ne peuvent s'imaginer une vie sans le web, alors que 64% se jugent incapables de concevoir une vie sans voiture. Ce qui, pour moi, qui ai vécu 4 ans en Allemagne, est assez étonnant, parce que les Allemands ont quand même un relationnel à la voiture qui est très fort et pour la grosse voiture. Très développé. Ouais. Voilà. Donc, je crois que de ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un potentiel d'évolution et d'innovation organisationnelle, et qui sera peut-être porté, et sans doute, par les jeunes générations qui arrivent, mais aussi par les réflexions qui sont en cours, notamment, et qui vont nous être présentées tout de suite. Mais oui, absolument. Merci beaucoup, Anne Varret. C'est vrai que nos chers jeunes à table parlent très très peu de voitures. Ils parlent de leur doudou, de leur smartphone. Ils parlent de DSK, bien sûr. Parle des feux de l'amour pour les plus âgés, mais pas tellement de voitures, Non, mais c'est vrai que leur signe d'appartenance sociale, ça passe pas par la voiture. C'est comme ça, c'est une évolution. On pourra bien sûr interroger nos amis sur ce sujet, parce que là, on est aussi sur une profonde mutation. Le président directeur général ce matin de Valeo donc nous en parlait également. Alors là, on a